Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série de 4.0 d'ancrage ou les points d'ancrage du partenariat pour l'organisation de l'innovation et des nouvelles technologies. Donc, ce matin, nous avons trois conférencières dont les recherches et les pratiques sont au cœur de l'ouverture de l'innovation. Donc, permettez-moi de vous présenter nos trois oratrices. Coralie Gagné est étudiante au doctorat en management à l'Université Laval. Elle consacre son temps à la recherche en innovation au sein d'écosystèmes. Ça commence, hein? Euh, pardon? OK. Donc, il y a un bruit de fond. Est-ce qu'on peut contrôler les micros? Éteindre. Attendez, je vais juste faire un petit tour des micros. Parfait. Donc, Coralie Gagné est étudiante au doctorat en management à l'Université Laval. Elle consacre son temps à la recherche en innovation au sein d'écosystèmes. Elle est inspirée par son expérience dans l'industrie et sa vision en première ligne des changements climatiques. Donc, elle travaille actuellement à sa thèse de doctorat sur l'éco-innovation. Sophie Veilleux est professeure titulaire au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Elle est aussi directrice du Centre de recherche en entrepreneuriat international. Ses enseignements et ses travaux portent sur la création et la croissance des entreprises technologiques sur les marchés étrangers. Elle possède aussi une grande expérience en développement économique et en consultation internationale et crée aussi des outils de gestion très utiles pour la communauté d'affaires. Et finalement, Dominique Sauvé a d'abord œuvré comme ingénieur de structure chez Bombardier, donc on partage toutes les deux une passion pour l'aérospatiale. Elle a été directrice du Centre technologique en aérospatial, ensuite directrice des opérations du CRIAC, et maintenant, en tant que fondatrice et présidente d'Innovation ouverte, Dominique Sauvé, donc vous comprenez pourquoi on l'a invitée. Donc, depuis 2010, elle se consacre à aider les organisations dans leurs projets collaboratifs en innovation. Avec son équipe, elle assure la direction du projet SAGE c'est le développement de l'avion écologique. Elle travaille aussi avec de nombreux groupes dans le secteur de la mobilité, dont Lyon Électrique, Mobile, IMACA. Donc, énormément d'expérience sur le terrain. Donc, vous allez voir qu'elles se complètent très bien toutes les trois. Donc, ensemble, elles nous présentent les recherches de Coralie et de Sophie Veilleux qui a dirigé les recherches sur la mesure de l'impact des événements d'innovation ouverte. Et on aura les commentaires sur cette recherche-là de la part d'une praticienne chevronnée dans le domaine, donc de Dominique. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Coralie. À toi. Oui, merci beaucoup, Catherine. Donc, c'est ça, on va vous parler aujourd'hui de notre recherche sur les contributions en fait des événements d'innovation ouverte sur les écosystèmes. C'est une recherche financée par 4.0. Puis justement, là, il n'y a pas seulement Sophie, Dominique et moi qui a travaillé, on a vraiment toute une grande équipe de recherche. Nos partenaires, on avait IODS, bien entendu, mais on avait également PRON. Puis l'équipe de recherche, il y avait également d'autres professeurs, dont Fabiano Armelini qui est présent ici pour la conférence. On avait aussi le professeur Patrick Coandet, puis un second étudiant, Basile Tiss, qui avait participé également dans nos recherches. On peut continuer la présentation, oui. Donc, pour aujourd'hui, on va vous présenter justement notre recherche, un peu son contexte, les résultats, puis on va discuter des implications, surtout pour les partenaires. Donc, c'est là que, un peu comme Catherine a expliqué, on va avoir l'appui de Dominique pour nous expliquer en quoi cette recherche, pourquoi elle participe à de telles recherches. Puis ensuite, on va avoir une période de questions si jamais vous voulez discuter avec nous. Donc, pour commencer, c'est important de savoir que les événements d'innovation ouverte, nous, on les approchait comme étant un outil qui est vraiment puissant pour vraiment aider à créer des écosystèmes qui sont plus dynamiques. Par contre, les événements d'innovation ouverte, ils ont tendance à manquer de mécanismes pour prouver leur efficacité. Donc, ils rentrent dans un certain cercle vicieux qui fait en sorte que c'est difficile de justifier les investissements qui sont nécessaires. Donc, si on ne peut pas justifier des investissements, si on a de la difficulté à aller trouver, par exemple, des prêts pour financer ces activités-là, ben, ça peut être plus difficile par la suite de créer des événements de qualité. Si on a de la difficulté à créer des événements de qualité, c'est difficile de justifier les investissements. Donc, vraiment, là, on voit là le cercle vicieux. Donc, nous, notre objectif, c'était vraiment de trouver
des meilleures données pour démontrer l'impact de ces événements-là, rendre le financement plus accessible, augmenter la qualité de ces événements-là, puis continuer à leur création de valeur. Donc, on était dans une optique de trouver des mesures pour vraiment là, aider à coordonner et améliorer la compétitivité globale des écosystèmes par le biais des événements d'innovation verte. Donc, on a approché notre recherche avec une question qui est: comment les événements d'innovation ouverte contribuent-ils au fonctionnement efficace des écosystèmes? Par la suite, on avait trois objectifs de recherche. Le premier, c'était de préciser le rôle des événements d'innovation ouverte dans les écosystèmes, de développer des indicateurs potentiels de retombées, puis ensuite d'identifier les meilleures pratiques d'organisation et de promotion. Donc, on va vous présenter tout ça. Pour commencer une recherche, là, on a commencé par chercher dans la littérature, puis on a créé un cadre conceptuel pour venir structurer notre recherche. On a vu qu'au niveau des événements, il y avait différents types d'événements d'innovation ouverte. Il y avait différentes meilleures pratiques pour assurer le succès de ces événements-là. Puis pour mesurer le succès, là, il y avait vraiment différents indicateurs de succès qui sont spécifiques aux événements. Ensuite, on pouvait mesurer l'impact de tout cela sur l'écosystème pour vraiment venir influencer les écosystèmes d'innovation puis améliorer leur dynamisme. Donc, si on continue, nous, les événements d'innovation ouverte, là, il y en a vraiment plusieurs. Vous avez peut-être entendu parler d'hackathons, d'événements de crowdsourcing, des concours de design. Ce qui est important de savoir, c'est que les événements d'innovation ouverte, là, c'est essentiellement des événements qui ont un format en 4 étapes. On fait un appel à problème, on sélectionne soit un ou plusieurs problèmes à résoudre, on les diffuse, puis ensuite on collabore pour vraiment venir résoudre ces problèmes-là. Puis il y a 5 acteurs principaux dans ces événements-là. On parle de promoteurs, commanditaires, intermédiaires, des entreprises qui sont à la recherche de solutions, puis des solutionneurs. Les entreprises à la recherche de solutions, le terme qu'on retrouve dans la littérature, c'est un terme anglophone qui est seeker. Les promoteurs, là, c'est vraiment un peu plus ceux qui organisent les événements. Pour eux, il y avait 9 meilleures pratiques qu'on a trouvées. Puis en fait, j'ai oublié une partie. Là, je vous dis dans la littérature, mais c'est également dans nos recherches parce qu'on a fait une étude de cas. On a étudié 6 cas différents avec 6 différents événements. On a fait un total de 27 entrevues pour un total de 45 heures en fait d'entrevues. On a étudié 12 articles avec une revue de presse. On a étudié 10 documents corporatifs et ainsi que les 6 sites web des événements. Donc, en plus de la littérature, là, c'est comme ça qu'on arrive à vous présenter ces résultats-là. Donc, pour les promoteurs, ceux qui organisent les événements, bien, on avait 9 meilleures pratiques principales. Puis des meilleures pratiques là, pour les promoteurs, c'était par exemple de considérer le calendrier d'événements. Donc, considérer vraiment tout l'écosystème, puis pas seulement faire un événement, une journée X sans rien décider. Il fallait vraiment intégrer l'événement au calendrier culturel pour être certain d'avoir le plus de participants possible. Ça, c'était un exemple de bonne pratique. Les commanditaires, c'est eux qui finançaient l'événement. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'en plus de financer l'événement, parfois ils aident les promoteurs à l'organisation. Donc les commanditaires, là, c'était vraiment là, dans les meilleures pratiques. Il y avait d'offrir plus de prix, puis surtout des prix et des récompenses qui sont liées à la performance pour assurer vraiment là, la participation des gens. Vraiment, encore une fois, de venir s'assurer de créer des liens forts, surtout avec les promoteurs, étant donné qu'ils peuvent avoir des relations qui sont beaucoup donnantes-donnantes. Là, on avait un total de 31 meilleures pratiques. Pour les intermédiaires, là, c'est vraiment ceux qui partagent l'événement à leur réseau respectif. Donc, ils viennent un peu promouvoir l'événement à leur propre réseau. Donc là, on parle de 3 meilleures pratiques qui avaient de recruter surtout des participants avec des expertises qui sont adjacentes. Donc, un intermédiaire peut vraiment là, aller chercher des personnes qui peuvent trouver des solutions facilement. Donc, il est bien placé dans l'écosystème pour faire cela. Ensuite, pour les seekers, on avait 4 meilleures pratiques. Euh, des exemples de meilleures pratiques, là, c'était de présenter un projet qui est motivant. Même, par exemple, là, de donner des projets qui sont très, très, très précis pour être certain que les personnes, les solutionneurs, en fait, répondent vraiment, arrivent en fait à régler leurs problèmes. Puis les solutionneurs, les meilleures pratiques qu'il y avait, c'était par exemple de développer des prototypes en amont, de vraiment là, monter un prototype rapidement pour s'assurer de pouvoir avoir un certain feedback des entreprises qui étaient à la recherche de solutions pour s'assurer que leurs solutions répondent vraiment aux problèmes, puis pas arriver à la fin de l'événement avec une solution qui finalement ne fonctionne pas du tout.
Donc ça, c'était des exemples de meilleures pratiques. Puis Commune à tous, on avait 9 meilleures pratiques. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin en termes d'indicateurs, pour les promoteurs, on avait 7 indicateurs de succès. Des exemples, là, ça peut être le nombre de participants, ça peut être la diversité des participants, ça peut être des nouveaux talents identifiés. Par exemple, les promoteurs, ça peut être pertinent pour eux de trouver des personnes ou des employés futurs. Donc, ça, c'était des indicateurs de succès pour eux, des événements d'innovation ouverte. Donc, il y avait des indicateurs qui étaient beaucoup plus personnels à leur entreprise, puis il y avait des indicateurs qui étaient un petit peu plus associés à l'écosystème. Les commanditaires, oui, on avait encore une fois le nombre de participants, la diversité des participants, mais on avait aussi des indicateurs qui étaient un peu plus associés à des bénéfices à long terme, donc la visibilité qu'ils ont eue par rapport aux événements, la crédibilité que ça leur a donné, chose qu'ils pouvaient mesurer avec des sondages post-événement. Pour les intermédiaires, on avait seulement 3 indicateurs de succès. On avait le nombre de participants, la diversité des participants, puis surtout le rapprochement entre les membres. Donc, si dans l'écosystème, les membres d'un écosystème étaient un petit peu plus proches, s'ils se connaissaient un petit peu plus, ça pouvait être un indicateur de succès. Ensuite, pour les entreprises à la recherche de solutions, les seekers, ben, on avait vraiment là, 8 indicateurs de succès. On parle s'ils ont amélioré leur processus, s'ils ont augmenté leur valeur marchande des produits qu'ils ont ou des services qu'ils ont. Donc, c'est vraiment là si leur problème a été réglé, là, essentiellement autour de quoi les indicateurs tournent. Puis pour les solutionneurs, ben, c'est un petit peu différent. Oui, on parle, parfois, ils peuvent recevoir des bourses, des subventions. Ça peut être s'ils ont été, eux, identifiés en tant que nouveaux talents. Donc là, il y a vraiment 5 indicateurs de possibles, alors que commun à tous, on parle de 11 indicateurs. Donc, si on regarde ensuite les mesures d'impact sur l'écosystème, bien là, on est dans notre dernière partie de notre cadre conceptuel. Donc, on voit vraiment là, pour venir démontrer l'impact de l'événement en entier sur son écosystème pour voir s'il contribue au dynamisme, bien, on parle de 11 mesures comme la perception de l'écosystème, si on le voit plus fort ou s'il n'y a pas eu d'impact, la centralisation des interactions, l'efficacité du transfert des connaissances, des mesures que l'on peut prendre. Il y a vraiment là dans la littérature, il y a des mesures qu'on peut utiliser. S'il y a des nouveaux brevets, des nouvelles licences, qui dérivent de ces événements-là d'innovation ouverte, si on a des nouvelles entreprises créées, des nouveaux partenariats, des nouveaux apprentissages, si on a augmenté la valeur de nos réseaux, de nos espaces communs, la valeur partagée qui est créée, ça peut être aussi des nouvelles trajectoires de recherche ou tout simplement des améliorations dans l'esprit innovant, puis dans les pratiques. Donc, si on regarde une vision d'ensemble, prochaine, on peut voir le type d'événement. Donc, on a 9 éléments à considérer, les meilleures pratiques, les indicateurs de succès, les mesures d'impact. Donc, on voit la vision globale de nos résultats. Puis, j'ai passé vite sur les meilleures pratiques, puis les indicateurs les plus communs, les plus populaires. Mais si on passe à la prochaine diapositive, là, on peut voir là, ici, pour plus de détails, vous pouvez voir l'entièreté des meilleures pratiques, puis l'entièreté des indicateurs de succès qu'on a trouvés. Donc, vous pourrez les lire. Puis, dépendant de quel acteur vous êtes dans un événement ou quelles informations vous intéressent, là, vous retrouverez tout dans ce rapport-ci. Monsieur Dozois a mis le rapport dans le chat, je viens de le voir. Puis, c'est également disponible sur la page lorsque vous vous êtes connecté au webinaire. Donc, vous pourrez trouver ça assez facilement. Si on continue, c'est vraiment là, on est rendu à l'implication de la recherche. Mais il y a des implications pratiques, là, comme j'ai déjà discuté. On a des mesures puis des indicateurs de performance supplémentaires qui peuvent vraiment venir aider à reconnaître la performance de nos événements d'innovation ouverte pour répondre là, à notre objectif pratique qui était vraiment le financement puis l'amélioration continue des événements d'innovation ouverte. Vert. Puis les implications pour les partenaires de recherche, ben, c'est maintenant que j'invite Dominique à discuter là, de elle pour IODS, ce que la recherche lui a apporté. Donc, Dominique, je te lance la parole. Merci beaucoup, Coralie. Je vais essayer de partager mon écran à mon tour. Vous me direz si ça fonctionne. Oui, je vois bien. Super. Ben, merci beaucoup, Coralie. Effectivement, pour une entreprise comme la mienne,
l'étude que tu as faite, c'est vraiment très important. On a besoin de ça. Puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, brièvement, je vais vous présenter un petit peu mon entreprise, qui on est, ce qu'on fait. Puis les leçons que nous, chez IODS, là, on tire de ton étude et puis les avantages là, pour une entreprise de participer à une étude comme celle que tu as faite. Alors, d'abord, IODS, c'est une petite équipe de 21 personnes maintenant. Là, vous voyez à l'écran, c'est un aperçu des mandats qu'on a. J'ai mis le logo du gouvernement du Québec parce qu'on gère plusieurs projets mobilisateurs qui sont financés par le gouvernement du Québec. On ne fait pas que ça, mais on a quand même plusieurs mandats. Puis à chaque fois, ce sont des projets de collaboration entre des partenaires à travers un organisme sans but lucratif. Donc, nous, ce qu'on fait, on gère des organismes sans but lucratif. J'ai mis quelques logos là, dans la section du haut. Alors, vous voyez, par exemple, Catherine a mentionné SAGE, le projet de développement d'un avion plus écologique. Il y en a d'autres aussi dans le véhicule électrique comme Mobile, là, qui implique l'entreprise Lyon Électrique, qui est maintenant très connue. Et bon, on a quelques autres mandats comme ça. Puis derrière ces mandats, il y a toutes sortes d'entreprises. Ce sont les logos qu'il y a dans la section du bas. Ce ne sont pas, c'est pas exhaustif, là. On a d'autres clients. On a voulu vous montrer qu'on travaille à la fois avec des très grandes entreprises et des PME et dans toutes sortes de domaines. Puis ces entreprises, elles ont en commun d'innover, d'avoir des projets d'innovation et de vouloir le faire en collaboration. Donc, on est des intermédiaires et on est au niveau des projets, disons des projets de longue haleine. Ce sont souvent des projets de 3 ans. Mais, puis je vais vous montrer un petit peu notre rôle. Donc, souvent, ça, c'est un mandat typique, là. Il y a un organisme sans but lucratif que je mentionnais, avec du financement qui vient du gouvernement du Québec et plusieurs partenaires là, qui collaborent. Donc, ça, c'est très différent là, de ce que Coralie a étudié, c'est-à-dire l'impact des événements d'innovation ouverte. Mais on s'intéresse énormément et depuis 2010 aux événements d'innovation ouverte. C'est sûr que mon expérience personnelle au CRIAC remonte au balbutiement là, du CRIAC et les fameux forums de recherche où on avait l'habitude de dire, bon, il y a une magie qui s'opère. Ce sont des événements qui durent souvent comme une journée ou ce sont des événements d'innovation ouverte, peut-être parmi les premiers qu'il y a eu au Québec au début du siècle. Et ceux qui participaient voyaient bien qu'il y avait une magie, mais comment expliquer cette magie, comment mesurer le succès de tout ça, puis c'était une grande frustration, en fait, de ne pas comprendre ce qui se passe, puis de ne pas être capable de dire aux entreprises, venez, au-delà de dire, venez, vous allez voir, c'est magique. OK, mais qu'allez-vous en retirer? Pourquoi devriez-vous consacrer tant d'énergie à préparer, à être présent, puis à assurer les suivis? C'est beau la magie, mais faut un petit peu faut des données, il faut de la science derrière ça, puis il y en a, et c'est là qu'on est si heureux de voir des études comme celle de Coralie. Évidemment, on a participé à plusieurs événements ad hoc dans les secteurs où notre équipe travaille, les secteurs manufacturiers de l'aéronautique et du véhicule électrique et d'électrification des transports plus généralement. Ben, il commence à y en avoir un peu plus ces dernières années, mais depuis 2010, on ne peut pas dire qu'il y en a eu tant que ça. On a eu un peu de mal à identifier des événements précis pour aider Coralie à réaliser ses entrevues. Euh, c'est euh, c'est sûr que, bon, à l'occasion, c'est plutôt des événements que j'appelle ad hoc, c'est-à-dire que c'est presque accidentel. À un moment donné, quelqu'un a l'idée, essayons ça. Euh, c'est difficile disons, à vendre, c'est difficile d'amener les gens à participer. Euh, m- mais à chaque fois qu'il y en a eu, il y a toujours eu beaucoup d'enthousiasme avec
disons, peu de données permettant de- d'étendre ça. Euh, Évidemment, il y a beaucoup d'innovations vertes qui se fait comme à l'interne dans notre équipe, parce que nous, c'est dans notre ADN, mais on le fait aussi pour certains de nos clients à l'interne. Donc, ce sont des événements, disons, avec des équipes d'employés. Ça, tu sais, on essaie de reproduire la magie, mais il y a très peu d'entreprises qui le font. D'après nous, on devrait en faire beaucoup plus. On a beaucoup d'espoir avec l'émergence des nouvelles zones d'innovation parce que, puis là, je vais vous dire que c'est sûr que les zones d'innovation visent à créer beaucoup d'attractivité. Euh, puis, tu sais, quand on se pose la question, bon, mais comment est-ce qu'une zone d'innovation, comment un écosystème peut se démarquer? Bien, pour nous, c'est fondamental parce que nos projets visent à améliorer la compétitivité des entreprises. Puis, évidemment que comme tout ce qu'on fait, on le fait en collaboration, mais on croit que l'innovation ouverte, c'est une des clés pour se démarquer à l'international. Ça, c'est un peu ce que ton étude vient de montrer, Coralie, c'est la tu as parlé de la perception comme une des mesures d'impact. Bien, on voit et on l'a vu, ça, on l'a senti plutôt très tôt, déjà avec les premiers événements du CRIAC, mais encore maintenant, euh, les projets collaboratifs dans lesquels nous, IODES, on a la chance de participer, bien, on se fait dire, c'est fou ce que vous arrivez à faire avec des ressources, somme toute, très pas limitées, mais des ressources plus, disons, moins imposantes que peut-être qu'on voit ailleurs chez la concurrence à l'international. Donc, on se dit, OK, il y a quelque chose là. Euh, Évidemment, les zones d'innovation ont été un des critères de succès des zones d'innovation. Ça a été ça a été identifié comme des mécanismes de collaboration qui allaient être implantés dans les zones. De quoi parle-t-on quand on parle de mécanismes? Ben, je me suis rendu compte que c'est pas évident pour grand monde. Puis certainement les événements d'innovation ouverte, comme ceux étudiés par Coralie, ben, sont un élément fort de ces mécanismes-là. Euh, c'est assez peu connu et assez peu pratiqué selon nous. Euh, Nous, on se pose beaucoup la question, mais qui doit jouer quel rôle? Donc, l'étude de Coralie met vraiment en lumière les rôles de chacun comme promoteur, comme intermédiaire, comme seekers, solutionneurs. Notre équipe, on a un peu, je vous ai dit, on est beaucoup du côté des intermédiaires. À l'occasion, on a été promoteur pour des tout petits événements. Euh, on voit mieux avec l'étude de Coralie, ben, qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant pour assurer des succès. Ça nous aide à décider. Donc, les leçons que nous avons tirées, je vous ai mis notre top 5 euh, pour, disons, du côté des meilleures pratiques. euh, la question d'ouverture, le degré d'ouverture, c'est c'est fondamental. Ça a l'air d'un concept quand même assez vague, mais concrètement, dans des écosystèmes où on travaille, on voit qu'il y a quand même une certaine, disons, une plus grande ouverture à développer. Et l'étude de Coralie va nous aider et nous aide déjà en ce sens s'ouvrir vers ceux à qui on n'aurait pas nécessairement pensé parce qu'il y a une certaine culture de travailler avec ceux qui sont les plus proches de nous, oui, mais ceux qu'on connaît, puis ceux qu'on... C'est assez... ça peut limiter l'innovation rapidement. Le fait de documenter notre travail chez ODS, souvent est perçu comme étant très administratif, puis la valeur ajoutée, euh, nous, on y croit. Ceux qui connaissent l'innovation ouverte voient la valeur ajoutée, mais le simple fait de documenter, c'est peut-être pas si sorcier, mais ça change énormément et c'est majeur que l'étude de Coralie le mette en lumière.
Le fait d'impliquer les clients et employés des seekers autres que même ceux hors des équipes de R&D, ça, on a du chemin à faire. C'est c'est fantastique que ce soit en toutes lettres dans l'étude de Coralie parce que il y a une culture à changer, je crois, au Québec. Les organisations ont des réflexes d'envoyer toujours un peu les mêmes individus, puis ça limite les possibilités. Considérer l'écosystème entier, oui, toutes les parties prenantes, mais même recruter des participants en dehors avec des expertises complémentaires provenant de vastes réseaux. Donc, ça va au-delà de considérer l'écosystème en entier, c'est aller chercher parfois des expertises à l'extérieur même de notre, ce qu'on définit comme nos frontières d'écosystème. Euh, Finalement, bon, j'ai presque terminé, mais les mesures d'impact qu'on retient, j'ai mentionné la perception de l'écosystème. Pour nous, ça, c'est peut-être en fait, c'est de loin la plus importante. Puis c'est ce que je disais tantôt lié à, ben, au fondement même d'une zone d'innovation, c'est qu'on veut créer de l'attraction, on veut, on veut que tout le monde sache que c'est là que ça se passe. Donc, la perception, si on a des événements d'innovation ouverte dans une zone d'innovation, ben, je crois que ça mousse beaucoup, ça crée cette ébullition là, de vitalité, puis de cerveau en ébullition, puis de penser que si je veux si je veux me démarquer, si je veux innover, je dois participer parce que je le vois, c'est palpable. Évidemment, ben, il y a la notion aussi de centralisation des interactions. C'est l'idée qu'il y a un lieu, que ce soit physique ou virtuel, où ça se passe, puis on veut y être. Euh, Mesurer les nouveaux partenariats. Les nouvelles entreprises, pour nous, c'est peut-être moins, c'est une mesure d'impact, certes, mais on préfère les nouveaux partenariats. C'est ce qu'on préfère retenir. On voit beaucoup, beaucoup d'innovation à travers des partenariats. Les apprentissages que tout le monde retire de tout ça. Euh, Évidemment, les apprentissages, ça m'amène à ma dernière page. Ben, quand on se demande mais pourquoi est-ce qu'une petite entreprise de 20 employés participe à une étude comme celle de Coralie, euh, on en a retiré beaucoup d'avantages et on va continuer à en retirer des avantages. Puis les connaissances, les apprentissages pour moi-même et pour toute l'équipe, c'est très, très important. Euh, il y a de la science euh, et, je ne vous cache pas qu'on a besoin de s'appuyer, nous, comme entreprise, sur des études comme celle de Coralie pour d'abord mieux structurer nos services, mieux structurer nos actions, euh, mieux les vendre aussi. Je parle d'éduquer l'écosystème. Euh, on voit que nos clients euh, ont besoin plusieurs ont besoin d'en apprendre sur les avantages des événements d'innovation ouverte. Euh, pour eux, certes, ceux qui ont eu la chance d'être familiarisés avec les concepts n'hésitent pas à prendre des décisions qui requièrent des investissements en financiers ou en nature. Ceux qui ne connaissent pas ça n'embarquent pas. Puis pour que l'écosystème soit dynamisé, il faut que le plus grand nombre possible embarque. Donc, ça prend d'éduquer. Puis nous, on utilise des outils comme le rapport de Coralie pour éduquer nos clients. Euh, Puis nous-mêmes, à l'interne, je parle d'orientation stratégique, cette étude nous permet de mieux nous positionner. J'expliquais qu'on était un peu à cheval des fois entre le rôle de promoteur intermédiaire. Ben, c'est sûr que jusqu'ici, on a davantage été intermédiaire, mais
on souhaite, notre plan stratégique chez UDS a été influencé par l'étude de Coralie. On veut davantage se positionner dans le futur comme promoteur, puis on a maintenant davantage de connaissances pour bien le faire. Alors, je pense que si toutes les entreprises qui sont euh, participantes là, au webinaire en ce moment, je vous encourage fortement à participer à toutes les prochaines études pour lesquelles vous serez sollicités. Voilà. Merci beaucoup, Coralie, encore une fois. Mais merci beaucoup à Dominique, c'est très apprécié, c'est le fun de voir justement qu'est-ce qu'on fait un côté concret. Puis si on partage peut-être, Sophie, le PowerPoint d'affaires. Oui, parfait. Ben, on peut voir là, que justement pour les entreprises, il y a des implications qui sont très réelles, autant pour des côtés plus stratégiques que des activités d'un peu de tous les jours. Mais c'est la même chose pour nous, les étudiants qu'on était sur le projet. Il y avait moi, Coralie, là, on peut voir que grâce à ce travail-là, j'ai pu faire un congrès à l'international, donc à l'ISPIM. Puis je suis en cours de publier les résultats de recherche dans un journal scientifique. Donc, avec l'aide des professeurs associés, c'est ce qu'on fait présentement. Puis, vous pourrez justement lire là, plus de détails, encore plus que dans le rapport, dans cette publication-là. Cette recherche-là m'a également permis de terminer ma maîtrise, puis c'est vraiment grâce à cette recherche que j'ai commencé mon doctorat. Puis Basile Tiss, qui était le second étudiant dans la deuxième phase de ce projet de recherche-ci, ben, a également pu aller dans un congrès international, lui aussi l'ISPIN, puis a réussi à publier dans un excellent journal scientifique sa recherche dans le journal International Journal of Innovation Management, pour ceux qui connaissent. Puis également, lui, ça lui a permis de terminer sa maîtrise là, avec son essai. Donc, il y a vraiment des implications réelles à de multiples niveaux pour de telles recherches. Puis, en conclusion, là, ben, ça m'amène à dire que qu'on continue de telles recherches, puis on a besoin de vous dans la diffusion des résultats. Donc, si vous voulez continuer de parler de ce qu'on fait, vous pouvez partager également le rapport là, que M. Dauzois vous a mis dans le chat. Donc, c'est vraiment là, c'est ce qui nous aide à continuer. Puis, finalement, ben, comme j'ai mentionné, là, j'ai commencé un doctorat, puis celui-ci est un peu plus concentré par contre sur l'éco-innovation. Je le fais encore une fois avec 4.0. Donc, si jamais vous connaissez des dirigeants là, de start-up, de PME ou de grandes entreprises qui seraient disponibles dans les prochains mois pour environ 30 minutes, ben, ça serait super si vous pourriez nous envoyer un courriel ou quoi que ce soit pour vraiment là, qu'on discute de l'implantation en fait d'éco-innovation au sein de leur entreprise. Donc, ça m'amène à terminer la présentation, à vous remercier pour votre écoute, pour votre temps. Puis si jamais vous avez des questions, là, on est disponible. Oui, il y a Dominique, il y a également Sophie qui était présente pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était vraiment une présentation très, très intéressante. Moi, j'avais une question qui émane un peu d'une discussion qu'on a eue en classe hier soir dans mon cours de gestion de l'innovation. Il y a des étudiants qui nous ont fait part dans le fond, de pratiques similaires, mais internes à des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'au sein des grandes entreprises, il y a une espèce de crowdsourcing ou d'utilisation de ces événements-là d'innovation ouverte ou de crowdsourcing. Et je me demandais si ça fonctionne, à votre avis, de façon différente quand c'est une entreprise qui va vers l'externe ou si c'est une entreprise qui utilise ces outils-là à l'interne pour aider son processus d'innovation. Puis là, ben, je vous pose la question à tous les trois, puis je vois même Fabiano qui est là dans l'équipe et qui pourrait aussi partager puis répondre à la question, parce que je suis certaine que ça va être très intéressant pour mes étudiants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, Fabiano. Oui, peut-être. Ben écoute, je n'ai jamais approché cette question par mes recherches, mais j'ai toute une expérience comme consultant avant de rentrer dans ma vie professionnelle. Une chose que je note, c'est que j'ai déjà participé à d'événements comme ça à l'interne des entreprises. Normalement, il y a moins de questions de partage d'informations. Les gens sont plus, ben, il n'y a pas de problème si je partage cette information aussi, parce que c'est tout au sein de l'entreprise.
Donc, je pense qu'il y a moins de freins de partage de connaissances. J'imagine qu'en faisant ça à l'externe, il y a toujours ces soucis de ben, est-ce que je peux partager cette information-là au large ou pas? Il y a déjà ça. Une autre question que je vois, c'est ben, normalement, la question à l'antenne, c'est pour résoudre des problèmes à l'antenne. Donc, ça ne va pas forcément bâtir de nouvelles collaborations. Donc, le but, c'est vraiment de résoudre les problèmes. Donc, OK, il y a le cycle de sauve, on trouve le problème, on trouve la solution, c'est fini. Ça ne déborde pas. Il y a moins d'effets de débordement de nouvelles collaborations, des choses comme ça. Ça va souvent renforcer les collaborations qui existent déjà à l'antenne de l'entreprise. Voilà mes 2 points à froid là, qui me viennent en tête. Je ne sais pas si Dominique veut compléter. Oui, ben merci. En fait, j'ai eu aussi l'occasion d'agir comme promoteur et intermédiaire pour des équipes internes de grandes entreprises. Puis pour moi, c'est c'est la même chose. C'est vraiment les mêmes défis, les mêmes enjeux. Puis c'est comme si souvent, souvent, l'idée d'organiser ça émane d'un individu qui est éduqué à l'innovation ouverte mais les mêmes barrières surgissent, c'est-à-dire vendre le concept dans l'entreprise euh, avec des données qui n'existent pas. La notion d'écosystème est souvent amenée comme au département puis aux équipes d'innovation, alors que donc ils ont beaucoup de difficultés à ouvrir à des participants qui viennent d'autres départements, alors que c'est souvent là d'où viendrait disons, la diversité cognitive là, qui est recherchée, les expertises complémentaires et tout. Euh, et puis, pour moi, toutes les leçons à tirer de l'étude ici sont complètement applicables aux événements d'innovation ouverte qui sont à l'interne de grandes entreprises. Je poursuis avec le volet plus PME, en lien avec une recherche qu'on est en train de terminer ces jours-ci. On voit aussi ces pratiques-là dans certaines entreprises, même les exemples qu'on a sont surtout du niveau manufacturier. Ce qu'on va observer, c'est que les entreprises qui ont ce type de pratique-là vont le faire en lien souvent avec leur planification stratégique à des moments clés pour les éclairer sur ce qui s'en vient. Et ces pratiques-là sont grandement appréciées par les employés, ce qui permet de vraiment d'avoir une culture organisationnelle d'innovation. Et c'est ce qui va favoriser par la suite, donc au-delà de l'événement, l'émergence d'idées qui vont provenir dans le foyer de différents corps de métier. Donc, encore une fois, pas seulement les équipes de R&D. Et c'est ce qui va permettre aux PME de devenir plus performantes, tant dans leur processus de gestion que par l'utilisation des produits. Donc, on a des entrepreneurs qui vont se faire un point d'honneur d'offrir leurs produits à leurs employés. Et c'est les commentaires des employés qui deviennent eux-mêmes les utilisateurs, qui vont être source d'amélioration de produits, de services, de nouveaux produits, même complémentaires à ce qu'il y a déjà. Donc, on voit que ce sont des pratiques là, qui sont appréciées et qui ont des effets bénéfiques pour les entreprises sur la culture d'innovation à l'interne. Je ne sais pas si j'avais à parler, là. Oui, ben vas-y, Coralie. Si jamais, là, c'est sûr, j'ai pas le point de vue, puis j'ai pas l'expérience des gens qui ont parlé avant, mais je m'étais jamais posé la question, puis ça m'amène justement à m'intéresser au sujet, puis à peut-être me demander, c'est peut-être juste justement l'utilisation des termes qui change, là, parce que on s'entend qu'on parle pas nécessairement d'un promoteur, etc. Donc, peut-être aller voir dans la littérature, là, ce qui existe, ça pourrait être intéressant. Je serais ouverte à l'idée, c'est tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez les écrire dans la boîte de clavardage, là, communément appelée le chat. Donc, moi, en attendant que les gens pensent à leurs questions, je me demandais si vous aviez vu des différences sectorielles dans ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a des secteurs qui utilisent davantage ces outils d'innovation ouverte ou qui pratiquent davantage l'innovation ouverte? Plutôt que d'autres, parce que j'ai vu, Dominique, que tu élargis énormément
le type d'industrie avec lesquelles tu travailles. Mais je me demandais, Sophie, par exemple, ou Fabiano, dans votre pratique, est-ce que vous avez vu des secteurs plus ouverts que d'autres ou plus enclins à faire des hackathons ou d'autres événements d'innovation ouverte relativement ciblés? Sophie, est-ce que peut-être ce serait mieux que toi, tu prennes le lead sur ces réponses-là? Parce que je me souviens, lorsqu'on a contacté les gens pour participer à ces sondages, il y avait le but d'avoir de répondants dans le milieu urbain, milieu rural. Il y avait des domaines qu'on avait vraiment du mal à trouver, des gens qui disaient oui, on fait ça. Là. Sophie, peut-être c'est toi qui as plus la réponse, c'est ça? Ben, en fait, je vais m'appuyer sur l'étude de Coralie. Dans les événements d'innovation ouverte qui ont été sélectionnés pour l'étude, ils appartenaient à des industries différentes. Et malgré le fait que ces événements-là étaient dans des industries différentes, il y avait beaucoup de similitudes d'une industrie à l'autre. Donc ça, c'est intéressant du point de vue des pratiques. Ce qu'on a observé, c'était au-delà de l'industrie, c'était le rôle du promoteur qui faisait la différence. Donc, si c'était un événement qui avait été récurrent par le passé, Dominique, dans son témoignage, a parlé du CRIAC, par exemple, qui a une pratique d'innovation ouverte qui date quand même d'un certain temps. Là, on voit que les gens sont plus engagés et ont une attente envers l'événement. Ils se font à l'idée, ils se dégênent, puis les années d'après, ils participent plus. Donc, on voit qu'au fil des ans, quand les événements sont, on avait dans les types d'événements que Coralie étudiait, il y avait la récurrence de l'événement, la durée de l'événement. On observe que ces éléments-là vont faire que les gens vont pratiquer de plus en plus, de là avoir des attentes pour pouvoir y participer et même proposer des problèmes ou même se présenter sous d'autres rôles dans les événements subséquents. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Donc, ce type d'événement-là et également la crédibilité du promoteur, puis je dirais même l'enthousiasme avec lequel il interagit avec les acteurs de l'écosystème pour les inciter à participer aux événements. Justement, là, dans le chat, il y a une question qui vient d'apparaître de Margot Mana, qui demande bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je me pose la question suivante. Comment garde-t-on un momentum dans une séquence d'événements d'innovation ouverte? Y a-t-il de bonnes pratiques spécifiques pour garder les membres engagés? C'est justement ça, là, quand on parle de récurrence, là, c'était vraiment une des clés parce que les événements qui reviennent à chaque année, puis il y a certains événements qui reviennent à chaque année qui sont présents au cours, mettons, d'une semaine d'innovation. Il y a différentes industries qui ont des semaines d'innovation puis qui mettent différents événements au travers, mais ça crée vraiment là, une crédibilité, un fort taux d'engagement. Puis ça fait que d'année en année, il y a de plus en plus de participants avec le bouche à oreille qui a lieu. Donc ça faisait en sorte que on pouvait vraiment aller chercher ce momentum-là, alors que dans certaines autres industries, on avait entre autres en agroéconomie, je pense, en agro, qu'eux avaient fait 2 événements, mais sur 10 ans. Donc, c'était plus difficile d'aller rechercher les gens, puis il n'y avait plus le momentum qui avait commencé avec cet événement-là. Donc, la récurrence était une des clés là, pour garder le momentum. J'espère que ça répond bien à la question. Oui, merci beaucoup. Je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas, sinon ce serait avec plaisir que je montrerais mon visage. Mais merci pour ces éléments de réponse. Ben, chez moi, cette question-là, puis la réponse suscite un autre questionnement, notamment sur les mesures de performance de ces éléments-là. Et puis, il y a une autre question qu'on va prendre tout de suite après de M. Denis Provençal. Mais je me posais la question, est-ce que justement le fait que les gens reviennent est un indicateur de succès de ces événements-là? Parce qu'au-delà de mesurer le succès ou les résultats, peut-être que les gens ne veulent pas nécessairement divulguer les résultats, mais le fait qu'ils reviennent est un indicateur indirect du succès de ces événements-là. Parce que des fois, d'établir une collaboration, les extrants de cette collaboration-là vont apparaître dans 5-10 ans, notamment dans le milieu aérospatial, ça peut être très long. En nanobiotechnologie, ça peut être très long aussi.
Donc, le fait qu'il y ait une certaine récurrence devrait être un indicateur de succès. Est-ce que vous avez regardé ce genre de questions-là? Ben, en fait, c'est davantage le mémoire de Basile qui a abordé cette question-là. Donc, il est allé voir justement l'effet de la récurrence, de la rétention même des participants à ces événements-là. Et effectivement, ce qu'on va constater, c'est que si notre objectif est d'avoir un effet à long terme sur l'écosystème, d'être de plus en plus innovant, d'avoir une culture d'innovation qui se développe, bien, ça prend des gens qui ont à la fois l'ouverture de participer à de tels événements, mais également l'aptitude à le faire. Donc, ça requiert un certain savoir-être et savoir-faire de participer à ces événements-là. Et effectivement, les gens qui ont participé, qui ont la rétention dans ces événements-là, ont développé ces aptitudes-là. Donc, oui, c'est une mesure qu'on a été capable là, de déterminer. On a énormément de problème pour ceux qui font des statistiques, vous allez comprendre, là, parce qu'on a vu que parmi ceux qui disaient oui, j'ai déjà participé à plusieurs événements, eux, ils avaient de plus bonnes réponses. Donc, ça nous a donné même un biais de répondants. Il y a un groupe de répondants qui sont des gens qui sont partisans, qui aiment ça, qui participent à plusieurs événements. Donc, eux donnaient toujours des bonnes notes à la réponse. Et d'autres qui disent ah oui, c'est seulement une fois. Là. Donc, ça montre qu'il y a certains participants qui sont très engagés, qui aiment ce type d'événement-là. Mais évidemment, on a cherché d'autres indicateurs aussi, comme par exemple, on a parlé de participation récurrence, mais aussi la question, est-ce que le projet qui a été étudié, est-ce qu'on on arrivé à un but final? Est-ce qu'on a trouvé la solution? On a certains autres indicateurs qui pour nous, c'était plus parlant, là, parce que finalement, il n'avait pas ces biais-là. Mais évidemment, le fait qu'ils reviennent, ça montre que ça a servi à quelque chose. Au moins, pour qu'ils se sont amusés. Merci. Monsieur Provençal, voulez-vous poser votre question de vive voix? Certainement, certainement. C'est ce que je préfère, de vive voix. Alors, merci beaucoup d'abord pour l'invitation de 4.0 de participer, de nous permettre de participer à ce webinaire. Et puis, je vous remercie aussi pour les informations que vous nous avez partagées. J'aimerais ça vous présenter le projet de notre organisation et puis peut-être que ça engendrera une conversation sur ça. Moi, je suis le président d'une OBNL qu'on a créée il y a 2 ans avec mon collègue Donald Roussel qui participe d'ailleurs au webinaire aujourd'hui avec moi. C'est une OBNL qui porte le nom de Conseil international sur les corridors maritimes intelligents. Donc là, on vous amène dans l'univers du maritime avec notre questionnement, notre démarche. Et puis, donc, au cours des 2 dernières années, moi et mon collègue, un peu à l'image du CRIAC dans les premières années, on a pris notre bâton de pèlerin, on a cogné à toutes les portes de toutes les organisations qui pourraient être intéressées par notre projet de corridor maritime intelligent, un concept qui est en développement. Là. Et puis, donc, au fil du temps, on a effectivement intéressé des organisations. Aujourd'hui, on a 8 partenaires stratégiques qui embarquent avec nous dans le projet, qui ont signé des ententes de collaboration, des MOU là, bien définis. Et puis, donc, on est au début du commencement, mais on a 8 partenaires. C'est des partenaires qui sont locaux, qui sont au Québec, mais on a aussi une très grande entreprise multinationale qui est basée en Finlande. Et puis, on sait qu'avec toutes les démarches qu'on a envisagées, il y aura d'autres entreprises à l'international qui vont s'intéresser au projet qu'on supporte. Puis là, je ne veux pas aller dans le détail aujourd'hui de ce que c'est notre projet, mais le nom le dit bien, là, le Conseil international pour les corridors maritimes intelligents. Et puis, la semaine passée, on a fait notre Assemblée générale annuelle, notre première, et ça comportait dans l'Assemblée générale une discussion sur les orientations stratégiques, etc. Et puis, on a convenu que ce printemps-ci, on ferait une Assemblée générale extraordinaire, mais on a aussi utilisé l'expression de lac à l'épaule que vous connaissez bien, simplement pour dire qu'il faut se revoir
tout le monde ensemble, parce qu'il faut le dire, l'Assemblée générale qu'on a faite la semaine passée, c'était la première fois que tous les partenaires discutaient ensemble, parce qu'auparavant, c'était des discussions plus bilatérales. Là, c'était multilatéral. Et on s'invite au printemps prochain à faire un lac à l'épaule. On pourrait appeler ça un événement d'innovation ouverte. Ça ressemble beaucoup à ça dans notre pensée, en tout cas. Et puis, on veut atteindre des objectifs là-dedans, on veut mieux définir les orientations stratégiques, on veut mieux définir les contours d'un projet d'observatoire, on veut faire un observatoire au sens générique du terme, avec une veille stratégique augmentée. On travaille avec une organisation, petite organisation montréalaise qui deviendra grande, j'en suis certain, là, qui s'appelle phare. Et puis donc, un projet d'observatoire, comment on peut aller chercher un maximum de connaissances, de connaissances générales, mais aussi très, très spécifiques au domaine maritime, qui ont un lien avec les corridors maritimes intelligents, la navigation intelligente, les ports intelligents et tout ça. Et puis comment donc que ça puisse, tout ça, être utile à faire des états de l'art, à faire des publications, etc. Et puis donc, on est dans le questionnement, comment on peut devenir notre OBNL un écosystème d'innovation, comment on peut s'assurer que le dialogue soit le plus fécond possible en utilisant les meilleures connaissances possibles de manière pérenne. Donc, on a une vision sur le long terme, on veut que ça produise des résultats, on veut que ça amène une nouvelle économie maritime au Québec, au Canada, à l'international, avec les nouveaux enjeux, les enjeux contemporains du changement climatique, etc., mais aussi tous les enjeux qui ont trait à l'adoption des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Puis nous, on est en retard au Canada. Il y a des choses qui se passent en Finlande, pas en Finlande, mais en Scandinavie, je devrais dire, de manière générale. Il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Donc, le questionnement que je vous offre, là, c'est pour un lac à l'épaule comme celui qu'on envisage pour le printemps prochain, quelle serait la meilleure approche pour en faire un événement d'innovation ouverte qui aboutisse toujours dans le long terme à des innovations, à des collaborations qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Et puis, en terminant, je vous offre notre terrain, un terrain pour vos futures recherches, vos futurs questionnements, parce que ça nous ferait plaisir d'être un projet qui puisse nourrir vos questionnements, vos démarches, vos réflexions scientifiques. Je le répète, là, on est un projet au début du commencement. On pense qu'on va devenir un grand écosystème d'innovation dans le futur. Donc, on a de l'ambition, puis on voit ça sur le long terme. Voilà. Ben, Dominique, toi qui es passé du ciel à Lion Electric, l'eau, il semble que Ouais, ça coule de source. oui, ben, on est déjà un petit peu dans la mobilité avec un de nos mandats, traite de tous les secteurs de la mobilité. Là, c'est un organisme sans but lucratif pour développer les compétences de la relève et de la main-d'œuvre dans tous les secteurs de la mobilité. Ben, je trouve ça, je connaissais pas votre organisme, Monsieur Provençal, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant puis excitant. C'est sûr que moi, mon premier réflexe, là, ça serait de vous dire, ben, vous avez quasiment un manuel avec les titres de Coralie là, sur comment vous assurer que votre lac à l'épaule est transformé en un événement qui va avoir vraiment de l'impact. Fait que ma première recommandation, la seule que je vais faire aujourd'hui, c'est élargissez. Fait que vous avez déjà 8 partenaires. Je ne pense pas qu'on peut dire que vous êtes en soi un écosystème, mais il existe un écosystème dans lequel vous êtes en train de vous placer comme un acteur, partie prenante là, majeur. Ben, regardez c'est quoi l'écosystème, puis pensez large, ouvrez. Donc, une des recommandations principales de l'étude, c'était vraiment, tu sais, les mots exacts m'échappent, mais vraiment, ayez un esprit très ouvert parce que qui vous allez inviter là, ça va être déterminant. Puis, je connais pas les 8, mais
déjà, je suis sûre que ça va vous prendre d'aller chercher des acteurs qui ne sont pas dans ces 8-là pour que ça ait un grand impact. Fait que, voilà. En fait, ce que vous cherchez à faire, à mon avis, c'est d'être l'orchestrateur de cet écosystème-là, appuyé de vos 8 partenaires. Mais l'écosystème, vous allez avoir des clients, vous allez avoir des universités, des compétiteurs, des collaborateurs, des gens qui remplissent les bateaux, des gens qui les vident, vous avez les ports. Donc, il y a énormément de joueurs qui sont impliqués dans l'écosystème maritime. Donc, moi, je réitère ce que Dominique a dit. Si vous faites ça juste à 8, ben peut-être que Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Peut-être que je me suis mal exprimé. Ou on a mal compris. En fait, c'est vrai que je parlais d'une assemblée générale extraordinaire, puis là, ça réfère aux 8 partenaires qui sont déjà membres avec nous, puis qui étaient participants à l'assemblée générale de la semaine passée. Mais dans notre esprit, effectivement, c'est d'ouvrir plus large. En fait, on va aller chercher d'autres partenaires au cours des prochains mois, mais c'est notre pensée vient aussi de la littérature qui nous recommande fortement de mélanger les genres. Hein. Il ne faut pas rester à l'intérieur du domaine maritime, il faut aller chercher des expertises dans d'autres domaines, dans le domaine des questions sociales comme des questions de développement durable, des questions d'environnement, etc. Et puis donc là, on va aller du côté universitaire, on va aller du côté d'autres entreprises. Les entreprises qui sont avec nous en ce moment sont pour la grande majorité des organisations du domaine maritime, mais pas exclusivement. Et puis, lorsqu'on pense mélanger un peu les genres, c'est aussi d'aller du côté des petites et moyennes entreprises qui offrent des solutions habituellement au transport terrestre ou habituellement au transport pas au transport, mais aux questions aérospatiales, et puis qui n'ont jamais abordé les questions maritimes de leur vie. Puis là, on va les inviter à venir dans l'univers du maritime avec des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine maritime. Et puis là, c'est là qu'on pense qu'il va y avoir un croisement. Donc, je vous dis, là, on s'associe effectivement dès le départ à cette idée-là d'augmenter la diversité des points de vue dans un lac à l'épaule. Ça ne sera pas juste une réunion répétée de l'AGA de la semaine passée. Absolument. Voilà. Excellent. Ben, écoutez, ça va être très intéressant. Donc, moi, j'ai vu le temps qui file. Donc, Fabiano, Sophie, est-ce que vous avez, ou Coralie, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Autrement, je vais remercier nos deux présentatrices pour cette excellente présentation et la discussion qui s'en est suivie. Ça va être très intéressant, je pense, d'observer ce qui va se passer avec cet écosystème en devenir et nos nouveaux orchestrateurs du secteur maritime. Donc, je vous Merci dis beaucoup. merci. Je vous dis merci et puis je vous souhaite une bonne après-midi puis bon appétit puisqu'il est 12h03. Donc, à la prochaine! Donc, la suite sera coupée dans l'enregistrement, mais merci Martin pour la gestion derrière notre télésino en chef. Donc, C'est parfait. merci, très intéressant. Bon, Sophie est déjà partie, là, mais ça va être intéressant de suivre ce qui se passe. Monsieur Roussel, m'aviez-vous déjà envoyé un courriel à l'effet à 4.0? Comme me semble que j'ai déjà reçu un courriel d'une personne Oui, qui peut-être. cherchait quelque chose en maritime, puis je vous avais peut-être dirigé vers mon collègue David Delerue à HSC qui étudie Oui, oui, peut-être, mais écoutez, ça fait 2 ans qu'on consulte, là, comme M. Provençal l'a expliqué. Et puis, OK. effectivement, je pense qu'on est sur la bonne piste. On a connecté, par exemple, avec Polytechnique Montréal, on a le centre de cybersécurité, on a connecté avec l'équipe du CRIAC, avec M. Alain. Donc, on a la voie maritime qui est un de nos membres. Donc, on continue
le démarrage de l'organisation a créé un écosystème, comme disent mes amis en Europe, c'est comme se lancer un OBNL, c'est comme se lancer en politique. Donc, effectivement, c'est complexe. Mais je pense que vous m'avez probablement bien répondu. L'aspect économique est très important. Puis on connecte aussi avec l'équipe du CIRELT, qui est l'équipe qui s'occupe de la recherche en transport, OK, en parfait. logistique de transport. Donc, on n'est pas si mal pris, mais on vous a 4.0 dans notre collimateur parce qu'on pense qu'on Ben, nous, on fonctionne davantage sur comment organiser tout ça. Oui, c'est ça. Et C'est la gestion de l'écosystème qui nous intéresse, puis ces Oui. mesures de performance, plutôt que le pratico-pratique du transport que le CIREL va vous apporter. Oui, c'est ça. Et nous, c'est ce morceau-là qui nous intéresse aussi. Comment Parfait. on crée le nouvel écosystème dans un concept de corridor maritime intelligent, parce que, bon, dans mes anciennes fonctions, j'étais le sous-ministre adjoint à la sécurité et sûreté au transport maritime, tous les modes. J'ai fait ça durant 6 ans au fédéral. Et on pense que la transformation 4.0 de l'industrie est énorme, mais que l'industrie traditionnelle, en passant, est très, très lente à embarquer dans le nouveau démarchage. Et pour nous, c'est problématique. Suite à notre retraite, moi, M. Provençal, qui était au secrétariat des Affaires maritimes, ben, on a créé l'OBNL pour dire, écoutez, là, on doit éveiller de ce côté-ci de l'Atlantique, on regarde ce qui se passe du côté européen et on n'est pas tout à fait à niveau. Là. Ouais. Donc, et Mais les je vous dirais qu'on collègues, est très, très en retard en matière de très, transformation très en retard. numérique, de Oui, compétences numériques, de oui, compétences oui, de données, c'est notamment. ça. Et ce Tout qu'on le secteur s'aperçoit, confondu. c'est que le transport maritime traditionnel est à peu ou pas d'intérêt. Ce qu'on voit émerger, c'est beaucoup plus les technologies du côté des services. Donc, et les fonctionnaires, mes anciens collègues dans les différents ministères, il y a tellement de changements, ils n'ont tellement pas de bonne compréhension de l'écosystème en développement il faut aider un peu tout le monde. Donc, c'est ce morceau-là qu'on essaie de. C'est cette raison d'être là pourquoi on a créé l'OBNL. Pour Ben, je pense travailler. qu'avec peut-être avec l'aide de Dominique, qui a probablement déjà son carnet de balles pas mal plein, notamment en matière de formation, il y a certainement des choses à faire. Donc, je suis contente que vous ayez pu connecter. Donc, Oui, M. Roussel, c'est sûr qu'il y a comme plein d'idées qui me viennent, là. La première chose, puis je ne sais pas dans les équipes de Catherine, Sophie, si Coralie, tu as des collègues aux études qui aimeraient faire un projet avec cet organisme. L'IMACA a des fonds pour payer la rémunération d'étudiants. Donc, par exemple, pour planifier adéquatement votre futur lac à l'épaule, puis peut-être contribuer déjà à jeter des bases pour de contenu pour puis en fait tous les éléments là, qui traitent de ça. Vous pourriez déjà aller chercher l'aide d'étudiants, puis l'IMACA a des subventions fédérales pour rémunérer ça entièrement. Ben, ça serait très C'est apprécié. intéressant. Cette valeur que Denis s'est déconnecté, mais c'est le genre de choses qu'on est en train de planifier. Donc, si vous. Ouais. Est-ce que vous avez nos coordonnées par le webinaire non, pas, mais peut-être que vous pouvez l'écrire dans dans le la chat? boîte de Oui, clavardage, puis Dominique le prendra en note oui, OK, oui. pour s'assurer de vous mettre sur la bonne voie d'IMACA, ou OK. vous mettre en contact du moins. C'est à ça que ça sert, ces webinaires-là. Là. Oui, ben, c'est très gentil de votre part. Et puis, on voulait avoir des conversations beaucoup plus avec vous, Madame Baudry, là, dans notre liste d'influenceurs importants. Donc, pour nous aider à mieux structurer ça, et le travail du CRIAC, pour nous on se considère comme le mini CRIAC d'il y a 20 ans là, qui a démarré, hein, vous l'avez mentionné en 2002. Donc, quand on a eu les discussions avec Alain au CRIAC, on a bien compris qu'on était à peu près dans le même genre de mécanisme. Ouais. Alain, c'est mon ancien voisin de bureau à Polytechnique, par ailleurs. Ah, mais c'est bien. Non, C'est c'est donc bien extraordinaire. drôle.
Polytechnique, ça nous a pris 1 an à les faire signer, mais on a réussi à avoir Mme Couponne du côté de la cybersécurité maritime. Ça prenait un professeur qui Oui. voulait nous aider. Donc, OK. ça, c'est fait. On est membre associé du RQM, du Réseau Québec Maritime. Donc, ça, on fait ça dès le début, février 2021. Donc, on est en bonne selle, mais c'est complexe. C'est beaucoup plus lent et complexe qu'on pensait. Je pense qu'on est un beau laboratoire pour les chercheurs de suivre une OBNL en développement, où les membres du conseil sont les travailleurs au début. Hein. On y met 2 jours par semaine, moi puis Denis, chacun. Là. Mhm. Et après ça, démarrer la permanence, la direction, etc. Puis de voir l'efficacité à laquelle on peut améliorer l'efficacité de créer le nouvel écosystème, comme Denis l'a présenté tantôt. Mais On ça est prend des passionnés, forts orchestrateurs. on est des vieux retraités, mais on ne lâche pas, on continue. Non, des jeunes retraités. On est passionné par le milieu. C'est clair que pour nous, on pense qu'il faut aider beaucoup des partenaires. Et je peux vous assurer que la Corporation de la gestion administrative de la voie maritime, là, ça a pris 2 minutes. On a fait notre présentation, ils ont dit on envoie le chèque à qui? Ils nous ont dit on est avec vous, aidez-nous, parce que nous, on est à la fois un opérateur de corridor, on est aussi à la merci des demandeurs qui veulent déployer des technologies. Et on est à la merci d'une série de ministères ou de sociétés d'État qui, elle doit gérer à la fois le pilotage ou nous donner de l'argent pour les infrastructures, etc., etc. Donc, ils ont vraiment un besoin accru d'accélérer la compréhension de l'écosystème en développement en 3 pôles. Ceux qui écrivent sur le domaine à travers le monde, le déploiement des technologies pour leur efficacité, et le normatif. Et le normatif, ça ennuie tout le monde. Personne ne veut s'occuper de ça, mais pour moi, un gars comme moi qui a travaillé au ministère des Transports, c'est une passion de s'assurer que nos juridictions sont en mesure de déployer les technologies en transition. Ouais. Donc, Et je pense à toi, Coralie, qui travaille en éco-innovation. Tout ce qui est gestion du corridor maritime, avec notamment les eaux de ballast qu'on envoie dans le fleuve et qui nous amènent toutes sortes d'espèces invasives. Il y a des questions intéressantes pour toi à aller regarder dans ce genre Ouais. dans ce genre d'écosystème-là qui veut faire autant de transformation numérique qu'une transformation durable aussi Mais c'est ça, professionnelle. parce que je voulais dire que j'allais vous écrire, puis je vais vous envoyer le rapport, parce qu'on n'a rien discuté en détail, mais le rapport, vous allez voir plus de détails. Mais aussi par rapport à ça, j'ai des bons contacts dans votre industrie. Ma famille est toute aux îles de la Madeleine, donc le corridor maritime, on connaît bien. Donc, si jamais, là, je vais y penser, puis j'en parler aussi avec Sophie, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pour que je puisse donc, la contribuer. difficulté qu'on a, c'est que les partenaires traditionnels nous voient arriver 2 vieux fonctionnaires, là, avec tous les préjugés qui viennent avec, qui créent une entité. Mais là, à mesure que les joueurs viennent nous joindre, ils disent ouais, mais comment être il y a du monde qui comprend leurs idées, peut-être qu'on n'a pas bien compris. Il y a des gens qui nous reviennent, qui disent qu'est-ce qu'on n'a pas saisi que tu essayais de faire? On dit ça fait 2 Que ans je qu'on me nous en parle. posais à vous entendre parler, quand la super grappe de l'océan, Ocean Oui, Supercluster, a été créée, il y avait, je pense, une volonté de faire les Maritimes et Québec. Et j'ai eu l'impression que le Québec a été n'est pas embarqué dans le bateau ouais, réellement. les gens du Québec ne traversent pas l'Outaouais, vous savez. Donc, pour venir à Ottawa puis comprendre l'écosystème fédéral, des fois, c'est très complexe. Donc, dans le domaine maritime, par exemple, avec le projet du Québec qui est Avantage Saint-Laurent, donc on a plein de grands principes dans tout ça. Puis moi, je suis parfaitement pour, je suis heureux de voir l'engagement d'une province comme la province de Québec, contrairement à l'Ontario, qui est un peu lent. Mais ce qui manque, c'est les ponts fédéraux, parce que la navigation, le commerce maritime, c'est entièrement de juridiction fédérale. Mhm. Et ça, quand on n'a pas le pont qu'on essaie de créer, nous, là, dans notre écosystème, de manière continue à la compréhension de la feuille de route de chacun des ministères, on se ramasse avec une demi-douzaine d'entités à Ottawa qui travaillent avec des organismes internationaux à Londres, à Paris, à Monaco, à Genève, et des fonctionnaires qui sont parfaitement convaincus qu'ils ont tout en main. Ils oublient de vous dire juste à l'intérieur de leur mandat, et personne attache ensemble les éléments qui forment le nouvel écosystème.
Et comme on l'a souligné tantôt dans votre présentation, il y a des nouveaux joueurs. Et il faut que tu ailles les chercher dans l'intelligence artificielle, les data, les données, ce qu'on appelle l'hydrospatial avec le satellitaire, les nouveaux moyens de communication, qui ne sont pas nécessairement du côté du maritime traditionnel. Donc, pour nous, dans notre observatoire au CICMI qu'on met en place, ben, c'est d'aller chercher toute cette information-là puis la rendre disponible à l'ensemble des partenaires En fait, du nouvel écosystème. tous ces 12 organismes-là fédéraux, il faut qu'ils soient à votre lac à l'épaule. Ah ben oui, ils vont être invités, mais vous pouvez vous imaginer, on a fait des présentations, par exemple, à certains fonctionnaires régionaux en charge de X, Y, Z. Quand on a eu fini, on dit, on sait parfaitement tout ça, on vous remercie, on n'a rien à rajouter, puis on sait ce qu'on a à faire. On est une menace pour l'individu, c'est notre analyse, c'est notre hypothèse. On est une menace pour le spécialiste d'un certain champ d'activité ou un organisme externe comme une OBNL, riche de ses membres et sa capacité de recherche qui devient beaucoup plus pointue dans une recherche augmentée, à ce fonctionnaire-là qui maîtrise son petit royaume. On va aller lui dire carrément que regarde là, il faut que tu regardes ça, il faut que tu accélères ça. La technologie potentielle que tu veux déployer, elle est déjà en retard. Tu devrais plutôt déployer telle autre technologie. Regarde ce qui s'est fait au Japon, en Corée, etc., etc. L'individu devient menacé. En fait, vous direz que c'est les organisations qui ont en place des indicateurs de performance qui freinent ou empêchent la collaboration et puis qui empêchent la création de relations symbiotiques ou la symbiose au sein des écosystèmes. Et il y en a d'autres indicateurs de performance qui encouragent le parasitisme, notamment quand il y a du partage de propriété intellectuelle au sein des écosystèmes d'innovation. Mais il faut changer cette idéologie-là des indicateurs de performance de chacun des groupes pour favoriser la construction des écosystèmes. Ce que vous mentionnez, c'est exactement l'exemple de ce qu'on... de ce qu'il ne faut pas avoir au sein. Oui, mais qu'est-ce que ça fait dans l'industrie, pour l'opérateur industriel? Pour lui, ça devient tellement compliqué d'engager les fonctionnaires, d'obtenir les autorisations, malgré que tous les efforts ont été faits pour mettre les flexibilités en place pour le déploiement des technologies dans des projets pilotes, dans des cadres de recherche. Ben, il dit, moi, je ne m'embarque pas dans ça, trop compliqué. Et là, nous, notre rôle, c'est d'arriver et de dire, non, 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 faites-vous-en pas, on va t'accompagner dans ce projet-là. On connaît les ficelles à tirer, on va t'aider. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, par exemple, sur le corridor Saint-Laurent-Grand-Lac, des analyses prospectives où on voit des opérations archaïques et on sait déjà qu'il y a des technologies très avancées du côté européen où on peut faire des transferts de technologies dans exactement les mêmes types d'opérations. Donc, si c'est bon en Belgique, en Hollande, dans des canaux, traverser le fleuve Saint-Laurent, par exemple, avec un petit navire en mode assisté ou autonome, où la personne a de la misère à se trouver des équipages, mais c'est tout à fait faisable. Mais l'opérateur de ce navire-là n'ira jamais de l'avant avec tous les méandres puis les parcours du combattant qu'il devra prendre en charge pour être capable de convaincre des fonctionnaires à Transport Canada ou ailleurs, ou à la garde côtière pour déployer XY technologie. Donc, il faut les aider à faire tomber ces obstacles-là, puis à élargir la capacité de déploiement de nouveaux projets. Bon. Donc, on est un peu intense, là. Ah non, mais c'est la façon de faire. Il faut prendre le bâton de pèlerin, puis quand on le prend, il faut être sérieux. Autrement, on ne réussit pas à embarquer tout le monde. Écoutez, moi, je vais devoir vous laisser. J'ai une réunion. Moi aussi. Je vous remercie du 15 minutes additionnel. Là, ça veut dire, ça nous a fait je vais débriefer monsieur Provençal. Vous lui ferez part de notre petite discussion comme ça. Encore une fois, merci Coralie et Dominique. Là, ça a été vraiment très, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Catherine, pour avoir bien animé tout ça. Ton implication était Alors, je vous laisse. très, très appréciée. Bon après-midi.
Merci. Au revoir. Merci, Merci, Martin. Caroline. Au On revoir. va te laisser partir, nous autres aussi. Oui.